Je travaille comme chauffeur de bus à Londres, sur la ligne de nuit qui commence à minuit. C'est un emploi solitaire, surtout pendant l'hiver, quand les rues sont presque vides et que le brouillard glisse lentement entre les lampadaires comme un fantôme silencieux. Je fais toujours le même trajet, nuit après nuit, en suivant les mêmes arrêts, en voyant les mêmes visages fatigués ou égarés. Mais il y a quelque chose de particulier dans la nuit. Une tension dans l'air. Une impression que la réalité se déforme légèrement lorsque le monde dort. Conduire à cette heure me donne parfois l'impression d'être le dernier homme vivant dans une ville fantôme. Il y a des nuits où je ne transporte personne pendant des heures. Juste moi, le ronronnement du moteur et les lumières vacillantes des ruelles. Les vitres du bus reflètent des ombres étranges, des formes qui bougent trop lentement, comme si le temps lui-même hésitait à passer. Je suis habitué à voir des choses étranges. Des gens ivres qui parlent seuls, des passagers qui montent et descendent sans dire un mot, des silhouettes qui disparaissent dès qu'on les regarde trop longtemps. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Ce n'était pas juste une sensation ou une bizarrerie passagère. Non, cette nuit-là, j'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et depuis, je n'arrive plus à monter dans ce bus sans que la sueur froide me colle à la peau. J'étais presque à la fin de ma tournée quand il est monté. C'était le dernier arrêt avant le retour au dépôt, et je n'attendais plus personne. Mais il était là, debout sur le trottoir, immobile sous le lampadaire, comme s'il m'attendait depuis toujours. Il portait un long manteau noir, ancien, usé par le temps. Son costume semblait d'une autre époque, quelque chose qu'on verrait dans une photo en noir et blanc. Il portait aussi un chapeau à large bord, baissé sur son visage, ce qui rendait impossible de distinguer ses traits. Je ne pouvais pas voir ses yeux, mais je sentais qu'il me regardait. Il est monté sans un mot. Pas un bonsoir, pas un signe de tête. Il ne m'a même pas regardé. Il a simplement marché lentement, presque en glissant, jusqu'au fond du bus, où il s'est assis, seul, sur la dernière banquette. Le bruit de ses pas était étrangement étouffé, comme s'il ne touchait pas vraiment le sol. Je me suis tourné pour vérifier s'il avait validé son ticket, mais le lecteur n'avait rien détecté. Aucune lumière verte, aucun bip. Juste un silence épais qui s'est installé dans l'habitacle. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa présence. Une lourdeur dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même s'était figée. Je me suis dit que c'était peut-être un sans-abri, ou un homme excentrique, peut-être un peu dérangé. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas un homme ordinaire. Le trajet a repris, mais rien ne semblait normal. Chaque virage du bus grinçait plus que d'habitude, chaque feu rouge paraissait durer une éternité. J'essayais de ne pas trop y penser, de me convaincre que tout allait bien. Pourtant, à chaque fois que je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur, je le voyais. Toujours assis, immobile, à la dernière rangée. Et même si son visage restait caché sous le chapeau, j'avais l'impression oppressante qu'il me fixait. Il ne bougeait pas, pas un geste, pas un souffle. Son immobilité me glaçait. Même les passagers les plus calmes changent un peu de position pendant le trajet. Lui, non. C'était comme s'il était figé dans le temps. À un moment, j'ai parlé à voix haute. « Monsieur, votre arrêt approche. » Aucune réponse. Pas même un frémissement. Je suis passé devant plusieurs arrêts, mais il ne descendait jamais. À un moment, j'ai regardé dans le miroir intérieur au-dessus de moi, et j'ai eu un sursaut. J'aurais juré que son visage était tourné droit vers moi, alors que sa tête était baissée quelques secondes plus tôt. L'atmosphère dans le bus était devenue irrespirable. J'avais froid, malgré le chauffage. Un froid étrange, venu de l'intérieur. Et ce silence, un silence presque surnaturel, comme si les sons normaux, le moteur, les clignotants, le frottement des pneus étaient étouffés. Je suis arrivé au terminus. Tous les autres passagers étaient déjà descendus bien avant. Il ne restait plus que lui. Assis au fond, là où la lumière ne fonctionnait jamais très bien. Je me suis retourné, un peu nerveux, et j'ai dit « On est arrivé, monsieur. C'est le dernier arrêt. » Aucune réaction, pas un geste, pas un son. Alors, j'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la petite porte coulissante près de mon siège et je me suis avancé lentement vers l'arrière du bus. Mon cœur battait trop vite. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Mais quand je suis arrivé au fond, il n'y avait plus personne. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de bouger. Le siège était vide, parfaitement vide. Pourtant, je l'avais vu là, assis, immobile, pendant tout le trajet. Je n'avais fait aucune pause, aucune porte n'avait été ouverte.
C'était impossible qu'il soit descendu sans que je le voie. J'ai inspecté tout le bus, vérifié chaque siège, chaque recoin, même les toilettes de service à l'avant, rien. Il avait disparu, dissous dans l'air comme une brume trop dense. J'essayais de rationaliser, de me dire que j'avais imaginé tout ça, que j'étais fatigué, que le stress et la solitude des trajets de nuit me jouaient des tours. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une illusion. J'ai décidé de vérifier les caméras de sécurité. Chaque bus est équipé de plusieurs caméras, à l'entrée, au centre et au fond. Je suis retourné au dépôt plus tôt que prévu et j'ai demandé aux responsables de m'aider à revoir les enregistrements. On a remonté la bande jusqu'au moment précis où je l'avais vu monter. Et là, quelque chose m'a glacé le sang. Sur la vidéo, on me voit à l'arrêt final, seul. Le bus s'ouvre, mais personne ne monte. Je regarde quelque chose ou quelqu'un, mais l'image montre seulement le vide. Aucun homme au manteau noir. Aucun chapeau. Juste moi, fixant un espace désert comme si je devenais fou. On avance la vidéo. Rien. Le bus est vide. Même sur les plans du fond, où je croyais l'avoir vu pendant tout le trajet, il n'y a rien. Pas une silhouette, pas une ombre, pas même un mouvement. J'étais persuadé d'avoir conduit ce passager silencieux à travers tout Londres. Mais sur l'enregistrement, j'étais seul. Du début à la fin. Je ne savais pas quoi penser. J'étais blême, les mains tremblantes, le cœur battant trop vite. Mon collègue, Darren, un ancien de la compagnie avec plus de 20 ans de service, était à côté de moi pendant qu'on regardait les images. Je pensais qu'il allait se moquer, me dire que j'avais besoin de repos. Mais au lieu de ça, il a pâli. C'est reparti, a-t-il murmuré. Je me suis tourné vers lui, confus. Comment ça, reparti? Tu veux dire que ça s'est déjà produit? Il a hésité, visiblement mal à l'aise. Puis il a soupiré, comme quelqu'un qui porte un secret trop lourd depuis trop longtemps. Tu n'es pas le premier à le voir, ce type en costume ancien. Toujours silencieux, toujours au dernier arrêt, toujours sur la dernière banquette. Il ne monte jamais vraiment, il n'existe que pour celui qui conduit. Et toujours, il disparaît à la fin. Je l'écoutais sans y croire, mais quelque chose dans son regard disait la vérité. Il a continué. C'était il y a une trentaine d'années. Un homme a été percuté par un bus à ce même arrêt. Il rentrait chez lui, en courant pour attraper le dernier passage. Le chauffeur ne l'a jamais vu venir. Depuis ce jour-là, certains disent qu'il revient, qu'il cherche encore son bus pour rentrer. Je n'ai pas su quoi répondre. Depuis cette nuit, je continue à travailler. J'ai besoin de ce boulot. Mais il y a quelque chose qui a changé. Chaque fois que j'approche du dernier arrêt, mon regard se porte involontairement vers le trottoir. Chaque fois, j'écoute le bruit des pas, même quand personne ne monte. Et surtout, chaque fois que je roule dans le silence de la ville endormie, j'entends parfois, juste derrière moi, le léger grincement d'un siège. Celui du fond, comme si quelqu'un s'y installait à nouveau. Je m'appelle Julien, j'ai 37 ans, et je fais de la surveillance nocturne depuis maintenant presque 10 ans. C'est un métier solitaire, souvent monotone, mais il me convient. Il y a quelques mois, on m'a proposé un poste un peu particulier, veiller la nuit sur un ancien hôpital psychiatrique abandonné à une trentaine de kilomètres de Lyon, au cœur d'une forêt dense où même le GPS perd le signal. Le bâtiment, désaffecté depuis plus de 20 ans, était la propriété d'une société immobilière qui attendait les autorisations pour le démolir. En attendant, il voulait éviter les intrusions, surtout celles de jeunes amateurs d'urbex. Dès ma première visite, j'ai compris que cet endroit n'était pas comme les autres. L'hôpital était immense, un monstre de béton de 5 étages, rongé par l'humidité, les vitres cassées, les murs couverts de moisissures et de tags. L'air y était lourd, chargé d'un mélange de poussière, de produits chimiques et d'abandon. Le jour, c'était déjà sinistre. Mais la nuit, c'était autre chose. Mon poste se trouvait au rez-de-chaussée, dans l'ancienne salle de sécurité. Je faisais mes rondes toutes les 2 heures, je vérifiais les accès, les caméras, les couloirs principaux. Les 2 premiers étages étaient accessibles, bien que désertés. Le 4e et le 5e étaient trop délabrés, donc inutilisés. Quant au 3e, il était bouclé avec des chaînes épaisses et un cadenas industriel. C'était la seule zone strictement interdite. Un soir, j'ai demandé à mon superviseur pourquoi ce niveau était condamné. Il m'a juste répondu, sans me regarder dans les yeux. Il y a eu des incidents. Mieux vaut ne pas y monter. J'ai insisté un peu, mais il a coupé court,
Contente-toi de faire ton travail, Julien. Sa réaction m'a paru étrange, mais j'ai laissé tomber. Après tout, ce n'était pas mon problème. Les premières nuits se sont passées sans encombre. J'entendais parfois des grincements de tuyauterie, le vent siffler dans les interstices des fenêtres brisées, des bruits de ruissellement dans les murs. Des sons normaux dans ce genre d'endroit. Rien d'inquiétant. Mais une chose était sûre, cet hôpital n'était jamais vraiment silencieux. Comme s'il respirait encore. Comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. C'était un vendredi soir. J'étais arrivé un peu avant 22 heures, comme d'habitude, avec mon thermos de café et mon vieux livre de poche. Le ciel était noir, sans lune, et une pluie fine tombait depuis le début de l'après-midi. L'atmosphère était encore plus lourde que d'ordinaire, et le bâtiment semblait nerveux. Je ne saurais pas expliquer autrement. Aux alentours de minuit, alors que je finissais ma deuxième ronde, j'ai commencé à entendre un bruit répétitif. D'abord faible, comme un écho perdu dans les profondeurs du bâtiment. Clac, clac, clac. Une porte qui battait. Lentement, régulièrement. Je me suis arrêté dans le couloir principal du premier étage, pensant que cela venait peut-être d'une fenêtre mal fermée. Mais non, le son ne venait pas de là. J'ai tendu l'oreille. Le bruit provenait d'en haut, du troisième étage. Celui qui était censé être fermé à double tour, avec des chaînes épaisses et un cadenas qu'on m'avait interdit de toucher. J'ai hésité. J'ai regardé les écrans des caméras, mais celles qui donnaient sur les escaliers où les niveaux supérieurs étaient vieilles, en noir et blanc, avec une image brouillée. Rien de visible, juste un léger scintillement. Et pourtant, le bruit continuait. Clac, clac, comme un métronome sinistre. Je suis monté au deuxième étage. Le bruit était plus clair maintenant. Il venait bien du dessus. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais la curiosité l'a emporté. Peut-être que le vent avait réussi à s'infiltrer par une ouverture, que la pression avait fait sauter les chaînes. J'essayais de me convaincre avec des explications rationnelles. Toujours. C'est ce qu'on fait quand on est seul, la nuit, dans un lieu où le silence semble parler. En arrivant devant l'escalier menant au troisième étage, j'ai immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. Les chaînes étaient au sol, déchirées, pas simplement ouvertes, arrachées. Le cadenas, quant à lui, pendait tordu, comme si quelqu'un l'avait forcé à coups de masse. Mais il n'y avait aucune trace d'effraction dans le reste du bâtiment. Rien. C'était comme si c'était arrivé de l'intérieur. Une peur sourde s'est glissée dans mon ventre. Mes mains tremblaient légèrement. Et ce bruit, cette porte qui battait, inlassablement. Clac, clac, clac. Je suis monté, une marche après l'autre, tenant ma lampe torche comme une arme. Le couloir du troisième étage s'est ouvert devant moi, plongé dans l'obscurité totale. Et tout au fond, presque invisible dans le noir, je l'ai vu. La porte, entr'ouverte, oscillant lentement d'avant en arrière. Et je vous jure, j'ai senti un courant d'air glacé s'échapper du couloir, comme si j'ouvrais la porte d'une chambre froide. Mais ce n'était pas un courant d'air naturel. C'était quelque chose d'autre. J'ai avancé lentement dans le couloir du troisième étage, chaque pas résonnant sur le vieux lino décollé du sol. La lumière de ma lampe balayait les murs décrépits, révélant par endroits des traces brunâtres que je préférais ne pas identifier. Le silence était écrasant, à l'exception du clac, clac, incessant de la porte au fond du couloir. Plus je m'approchais, plus je sentais une pression invisible s'abattre sur mes épaules, comme si l'air lui-même devenait plus lourd, plus dense. Quand je suis arrivé à quelques mètres de la porte, j'ai braqué la lampe dessus, et je me suis figé. Elle était couverte de griffures. Pas sur la face extérieure. À l'intérieur, des marques profondes, entremêlées, comme si quelque chose ou quelqu'un avait gratté frénétiquement pour sortir. Les coups étaient si violents que le bois était fendu par endroits, laissant apparaître des échardes pointues, déchiquetées. Mon cœur battait à tout rompre. C'était impossible. Personne n'avait accès à cet étage. Personne n'était censé être ici depuis des années. Je me suis approché, lentement, jusqu'à poser la main sur la poignée glacée. J'ai voulu refermer la porte, comme pour effacer ce que je voyais. Mais au moment où j'ai tiré, quelqu'un a tiré de l'autre côté. Pas un courant d'air. Pas une illusion. Une force réelle, humaine, opposée à la mienne. J'ai tiré plus fort, dans un mouvement de panique. Et là, j'ai senti une résistance nette, comme si une main froide, tenait la poignée et refusait de lâcher. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Mon sang s'est glacé. Qui est là?
ai-je crié, d'une voix tremblante. Pas de réponse. Rien. Juste un souffle ou un soupir, que je n'étais pas sûr d'avoir vraiment entendu. Puis, soudainement, la porte s'est relâchée, me faisant reculer d'un pas. Je suis resté là, figé, à fixer l'entrebâillement noir. Il n'y avait rien. Ou plutôt, je ne voyais rien. Mais je sentais une présence. Quelque chose qui m'observait depuis l'obscurité, caché juste au-delà du faisceau de ma lampe. Je n'ai pas réfléchi. J'ai claqué la porte et enroulé les chaînes comme j'ai pu, avec des mains tremblantes, priant pour que le vieux cadenas tordu suffise à tenir, ça, à l'intérieur. Et tout ce temps-là, même une fois la porte verrouillée, même en redescendant les escaliers 4 à 4, je sentais encore le regard sur moi. Comme si quelque chose m'avait vu. Et m'avait choisi. Le lendemain, j'ai pris ma journée. J'étais trop secoué pour retourner là-bas. Toute la nuit, après être rentré chez moi, je n'avais pas réussi à fermer l'œil. Chaque fois que je fermais les paupières, je revoyais cette porte, les griffures, et cette résistance, ce contact. Ce n'était pas un rêve. Je le savais. Mon corps s'en souvenait mieux que moi. L'après-midi, j'ai appelé mon superviseur. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, dans les moindres détails. Les chaînes arrachées, les griffures, la porte qui se refermait contre moi. J'attendais une réaction. De l'étonnement, de la peur. Peut-être même qu'il m'accuse d'avoir tout inventé. Mais il n'a rien dit. Pendant plusieurs secondes, juste un silence lourd au bout du fil. Puis il a dit, d'une voix sèche, « Tu n'aurais pas dû monter. » C'est tout. Puis il a raccroché. Ce silence m'a plus terrifié que le reste. Il savait. Quelque chose me disait qu'il savait exactement ce qu'il y avait là-haut, et qu'il avait choisi de ne pas en parler. Par peur. Ou par habitude. Alors j'ai fait ce que j'aurais jamais dû faire. J'ai commencé à enquêter par moi-même. Je suis allé à la mairie de la petite commune voisine. Archives publiques. Demande de permis de construire, anciens plans, coupures de journaux. J'ai fouillé toute la journée. Et c'est là que j'ai découvert la vérité. Le 3e étage n'était pas un service comme les autres. Ce n'était pas juste un étage délabré. À l'époque où l'hôpital était encore en activité, c'était le pavillon psychiatrique fermé. Celui des cas extrêmes, comme ils les appelaient. Internement prolongé. Isolement complet. Traitement non conventionnel. Il y avait même des rumeurs sur des expérimentations médicales, des électrochocs, des isolements de plusieurs semaines dans des pièces sans lumière, sans contact humain. Mais ce n'était pas tout. Des patients avaient disparu. Disparu, littéralement. Aucune trace. Aucun transfert. Aucune autopsie. Juste, effacé des registres. Le journal local de l'époque avait tenté de lancer une enquête, mais l'hôpital avait tout étouffé. Silence total. Puis, quelques années plus tard, le bâtiment avait été fermé brusquement, sans explication officielle. J'étais assis dans cette salle d'archives, le cœur battant, les mains moites sur ces feuilles jaunies. Je comprenais maintenant ce que j'avais vu. Ce n'était pas humain, ou plus humain, et ce n'était pas venu de l'extérieur. C'était resté enfermé tout ce temps. Et la pire pensée que j'ai eue, à cet instant, c'était la suivante. Et si je n'avais pas refermé cette porte assez vite, j'y suis retourné la nuit suivante. Je sais, ça paraît insensé. Mais quelque chose en moi, non, pas de la curiosité. Un besoin. Comme si ce que j'avais entrevu m'appelait. Comme si, depuis que j'avais ouvert cette porte, un lien invisible s'était créé. Et puis, je devais savoir. Avoir une preuve. Parce qu'au fond, une part de moi refusait encore d'y croire entièrement. Je voulais filmer. Montrer à quelqu'un. Me prouver que je n'étais pas en train de perdre la tête. J'ai pris une caméra, une lampe frontale, un couteau ridicule, je sais, mais ça me donnait une illusion de sécurité. À 23h30, je suis entré dans le bâtiment. Tout était silencieux, plus que d'habitude. Pas un souffle de vent, pas un craquement de structure. Même mes pas semblaient étouffés. En arrivant au 3e étage, j'ai vu que les chaînes avaient de nouveau été retirées. Mais cette fois, elles n'étaient pas tombées. Non, elles étaient soigneusement posées sur le sol, alignées, comme si quelqu'un les avait détachées délicatement. La porte, elle, était grande ouverte, et juste devant, imprimées dans la poussière, il y avait des empreintes. Humaines, pieds nus, humides. Elles allaient de la porte vers l'escalier, en direction de moi. Je n'ai pas reculé. J'ai pointé la caméra devant moi, et j'ai avancé dans le couloir. Ma lampe frontale vacillait légèrement. Le faisceau révélait des murs encore plus abîmés, avec de nouvelles griffures, profondes, fraîches. L'air était glacial.
Chaque respiration brûlait ma gorge, comme si l'oxygène avait été remplacé par de la cendre. Et au fond du couloir, je l'ai vu. Une silhouette. Debout. Immobile. Dos tourné. La tête penchée sur le côté, d'un angle anormal, presque cassé. Je me suis arrêté net. Ma caméra tremblait dans mes mains. Mon instinct me hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. La silhouette n'a pas bougé. Elle était là, comme figée. Sauf que, je voyais ses cheveux bouger. Légèrement, comme agités par un souffle. Mais il n'y avait aucun vent. Juste elle et moi. J'ai reculé d'un pas. Le parquet a craqué. Et là, elle a tourné lentement la tête vers moi. Je n'ai pas vu de visage. Juste des yeux blancs, vides, brillants dans la pénombre. J'ai couru. J'ai dévalé les escaliers à toute vitesse, manquant de tomber à plusieurs reprises. J'ai quitté le bâtiment en hurlant, le cœur prêt à exploser. Je n'ai pas osé me retourner. Plus tard, chez moi, j'ai voulu revoir les images. Tremblant, j'ai branché la caméra à mon ordinateur. Mais le fichier était corrompu. Tout, sauf une chose. Une séquence de 8 secondes. Une image noire. Et un son. Le bruit d'une porte qui bat lentement. Clac, clac, clac. Et à la toute fin, une voix, ou peut-être un râle, si bas qu'on ne peut l'entendre qu'en augmentant le volume au maximum. Une phrase à peine murmurée. Tu m'as réveillé. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cet hôpital. Et je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, jusqu'à aujourd'hui. Mais parfois, la nuit, j'entends ce bruit dans mes rêves. La porte, toujours cette porte, qui bat, encore, et encore, comme si elle n'avait jamais été refermée. C'était ma première semaine de travail dans le métro de Berlin. Un emploi de nuit, dans l'équipe de maintenance. Quand j'ai accepté, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pensais que ce serait simplement fatigant, peut-être un peu ennuyeux. Mais je me trompais. Je descendais chaque soir, un peu avant 23 heures, dans les entrailles du réseau souterrain. Là où la ville semble cesser d'exister. Là où même le temps paraît suspendu. Tout était silencieux, à l'exception de nos pas qui résonnaient sur le béton humide. L'air était froid, presque métallique. Et cette odeur, un mélange de rouille, d'huile et de quelque chose d'indéfinissable, presque organique. Je travaillais avec 3 autres gars. Tous semblaient avoir vu des choses qu'ils préféraient oublier. Ils parlaient peu, surtout quand on s'approchait de la vieille section, celle que les plans appellent simplement ligne B, fermée depuis 1983. Le plus ancien de l'équipe, Klaus, s'arrêtait toujours avant le couloir qui y mène. Il posait sa main sur l'épaule de celui qui devait y entrer ce soir-là, le regard grave. Si tu entends quoi que ce soit là-bas, tu continues à marcher. Tu ne t'arrêtes pas. Je croyais à une blague. Une vieille tradition de bizutage. Mais ils ne souriaient jamais quand ils en parlaient. Et cette nuit-là, alors que je regardais les rails poussiéreux de la ligne désaffectée, j'ai ressenti une chose étrange. Comme si quelque chose ou quelqu'un me regardait, caché dans l'ombre au bout du tunnel. Ce n'était que le début. C'était lors de ma 3e nuit. Il était un peu plus de minuit. Nous venions de terminer une inspection de routine à proximité de la ligne désaffectée. Je me souviens du silence. Un silence lourd, pesant, presque oppressant. Puis, soudain, un grondement lointain a résonné. Au début, j'ai cru rêver. Mais je n'étais pas le seul à l'avoir entendu. Tous se sont figés. Klaus a levé la tête, les yeux écarquillés. Le sol vibrait doucement sous nos pieds. Ce n'était pas une illusion. Puis les lumières le long du tunnel de la ligne B ont commencé à s'allumer, une par une, comme si quelque chose s'approchait à grande vitesse. Le fracas métallique des rails s'intensifiait. Le bruit familier d'un train, un train qui fonçait droit vers nous. Mais il n'y avait pas de train prévu cette nuit-là. Pas sur cette ligne. Elle était fermée depuis plus de 40 ans. Par réflexe, nous nous sommes tous reculés contre le mur, les yeux fixés sur l'obscurité au fond du tunnel. On attendait qu'il passe, qu'il surgisse de l'ombre. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge, mes mains tremblaient. Et puis, rien. Le vacarme s'est arrêté net. Les vibrations aussi. Les lumières se sont éteintes d'un coup, comme soufflées par une force invisible. Devant nous, le tunnel était vide. Aucune trace de passage. Aucune poussière soulevée. Aucune explication. Personne n'a parlé. Klaus a simplement repris sa lampe torche et a lancé, d'une voix blanche. On continue. Mais quelque chose en moi s'était fissuré. Parce que j'avais entendu ce train. J'avais senti sa présence. Et pourtant, il n'existait pas.
Après le travail, je n'arrivais pas à dormir. L'épisode du train, ou plutôt de son absence, me hantait. Je repassais en boucle les images dans ma tête. Le bruit assourdissant, les vibrations, la lumière, et ce vide total. Je devais comprendre ce qu'il s'était passé. Je devais savoir si c'était moi qui devenais fou, ou si quelque chose de bien plus dérangeant était à l'œuvre. Le lendemain soir, j'ai convaincu l'un des techniciens, Félix, de m'accompagner à la salle de contrôle pour revoir les enregistrements de la nuit précédente. Il n'était pas très enthousiaste à l'idée, mais après quelques instants d'hésitation, il a cédé. On s'est installé devant les écrans de surveillance. Il a remonté la vidéo jusqu'à minuit 14. Là, nous avons vu exactement ce que nous avions vécu. Les lumières s'allument en chaîne dans le tunnel, les caméras vibrent légèrement, et un grondement sourd s'amplifie peu à peu dans les haut-parleurs. Mais il n'y avait aucun train, aucune silhouette, aucune forme identifiable. Juste le son, la lumière et le vide. Félix est resté silencieux un long moment, fixant l'écran figé. Puis il a murmuré, presque pour lui-même. C'est encore arrivé. Je l'ai regardé, confus. Il a soupiré, comme si un poids invisible s'écrasait sur ses épaules. On ne devait pas en parler, mais tu as vu, maintenant. Alors tu mérites de savoir. Il m'a raconté qu'une fois par an, toujours la première semaine d'avril, cet incident se produit. Les anciens l'appellent le passage fantôme. Les caméras enregistrent les mêmes anomalies, année après année. Mais personne ne sait ce que c'est. Personne n'a jamais vu le train. Seulement ses effets. Et pourtant, il a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Une fois, un gars a prétendu l'avoir vu. Il est resté là, a fixé le tunnel, et il n'est jamais remonté. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Quelque chose clochait profondément, et ce n'était pas juste une légende urbaine entre techniciens fatigués. J'avais besoin de réponses. Alors j'ai commencé à fouiller. Le genre de recherche que l'on fait seul, tard dans la nuit, avec les rideaux tirés et le cœur qui bat un peu trop fort. Je suis allé dans les archives municipales, puis dans des forums obscurs où d'anciens employés du métro partageaient des histoires qu'on aurait voulu oublier. C'est là que je suis tombé sur un article jauni, daté du 23 avril 1983. Il parlait d'un incident majeur sur la ligne B. Un déraillement. Le train de 23h47 n'était jamais arrivé à sa destination. Selon le rapport officiel, un défaut mécanique avait causé l'accident dans une section isolée du tunnel. Il y avait eu des morts, beaucoup. Plus de 60 passagers, tous piégés dans le noir, certains broyés par les wagons, d'autres disparus, simplement. Le rapport indiquait que l'accès à la zone avait été muré quelque temps après. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les détails qu'on avait omis de publier à l'époque. Grâce à un ancien employé devenu paranoïaque ou lucide, je ne sais pas, j'ai appris que les secours n'avaient jamais retrouvé tous les corps. Qu'il y avait eu des incohérences dans les relevés radio de la cabine du conducteur. Des voix. Des signaux envoyés après leur supposé de l'impact. Et surtout, j'ai découvert ceci. Chaque année, à la même date, des plaintes sonores sont enregistrées. Des lumières s'allument dans la ligne désaffectée. Et certains parlent même d'avoir vu un train passer, sans conducteur, sans fin, rempli de passagers au regard vide. J'ai commencé à croire que ce train n'essayait pas seulement de revenir. Il essayait de finir un trajet inachevé. Un trajet interrompu brutalement, coincé entre deux mondes. Et moi, j'étais là, au mauvais endroit, au mauvais moment, à quelques jours du prochain passage. Je n'arrivais plus à penser à autre chose. Chaque soir, au travail, je jetais un œil nerveux vers l'entrée du tunnel muré de la ligne B. Je savais que ça allait recommencer. J'avais lu trop, vu trop, pour croire que tout cela n'était qu'une coïncidence. La nuit du 6 avril, j'ai pris une décision insensée. Rester seul près du tunnel désaffecté, caméra en main, pour capturer ce que personne n'avait jamais vraiment osé affronter. Je ne l'ai dit à personne. À la fin de mon service, j'ai fait semblant de partir avec les autres, puis je suis revenu discrètement, m'enfonçant dans les entrailles du métro, jusqu'à la ligne B. Il était minuit-5. Le silence y était encore plus dense que d'habitude, comme si l'air lui-même retenait son souffle. J'ai installé ma caméra sur un trépied, face au tunnel, et j'ai attendu. Minuit. D'abord, un frisson, comme une pression invisible dans mes oreilles. Puis, le grondement, faible, lointain, qui grandissait. Les murs ont commencé à trembler. La poussière est tombée du plafond en petits nuages. Les lumières du tunnel se sont allumées, une par une.
jusqu'à ce que le noir soit complètement remplacé par une lumière blafarde. Et je l'ai vu. Le train. Il sortait lentement de l'obscurité, mais son apparence n'avait rien de normal. Les wagons semblaient vieux, rongés par le temps, couverts de rouille et de crasse. Pourtant, ils luisaient comme s'ils étaient encore en service. À l'intérieur, des silhouettes, immobiles, rangées côte à côte, tournées vers les fenêtres, vers moi. Le plus dérangeant, ils me regardaient, tous, leurs yeux vides, fixes. Aucune expression, juste une présence glaciale. J'ai voulu bouger, courir, mais mon corps refusait d'obéir. Je tremblais. Mes jambes étaient en plomb. Puis une voix a surgi dans mon oreille, sortie de mon radio portatif pourtant éteint. « Vous êtes monté. » J'ai paniqué. J'ai hurlé. J'ai voulu arracher la caméra, mais elle ne fonctionnait plus. Et le train ne ralentissait pas. Il avançait, inéluctable, comme s'il m'engloutissait lentement dans un monde parallèle. La dernière chose dont je me souviens, c'est la sensation d'être aspiré. Pas physiquement, mais profondément. Comme si une partie de moi s'était déchirée pour monter à bord. Le lendemain, ils ont retrouvé la caméra. Elle montrait un long plan fixe sur les rails. Puis, à minuit 14, le son, les lumières. Et moi, debout, face au tunnel. Je suis resté là, immobile pendant exactement 1 minute. Puis j'ai disparu de l'image. Comme aspiré dans l'obscurité. On n'a jamais retrouvé mon corps. Je m'appelle André, et pendant une période étrange de ma vie, j'ai travaillé comme réceptionniste de nuit dans un vieil hôtel à Sintra. J'avais besoin d'argent, et le poste promettait des heures tranquilles, de 22h à 6h du matin, avec peu ou pas de clients à gérer. L'hôtel, un bâtiment centenaire perché sur une colline brumeuse, avait ce charme décadent typique des lieux qui ont connu des temps meilleurs. Des tapis usés, des lustres poussiéreux et une odeur persistante d'humidité qui semblait venir des murs eux-mêmes. Dès mon premier soir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une sensation d'être constamment observé. Les couloirs déserts, les longs silences seulement brisés par le craquement du bois sous mes pas, tout cela avait un poids. Les employés de jour, plus bavards, m'avaient lancé quelques avertissements voilés avec des sourires ironiques. Ne réponds pas si le téléphone sonne après minuit, m'avait glissé l'un d'eux en riant. Je pensais que c'était juste une blague entre collègues pour tester le nouveau. Mais ce qui revenait souvent dans leurs discussions à demi-mot, c'était le fameux chambre 312. Fermée depuis plusieurs mois, elle était censée être en rénovation. Aucun client n'y séjournait, et pourtant, tout le monde semblait éviter le sujet. On disait qu'il y avait eu un incident, une histoire qu'on racontait seulement à voix basse, quand le couloir était vide. Je n'y ai pas prêté trop d'attention au début. Après tout, j'étais là pour travailler, pas pour écouter des rumeurs. Mais l'atmosphère, elle ne me laissait pas l'oublier. Chaque nuit, je m'asseyais derrière le vieux comptoir en bois, surveillant l'entrée, les caméras, notant chaque mouvement dans le registre. Et chaque nuit, en regardant les étages supérieurs sur les écrans de surveillance, mes yeux s'attardaient toujours, sans que je comprenne pourquoi, sur la porte close de la chambre 312. Il était un peu plus de minuit quand le téléphone de la réception a sonné, brisant le silence pesant du hall. Je me souviens encore du sursaut que j'ai eu, ce n'était pas la sonnerie elle-même, mais le fait qu'elle résonne à une heure où personne n'appelait jamais. Hésitant, j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit, d'une voix un peu rauque. Au bout du fil, une voix de femme, basse et tremblante, presque étouffée. « Quelqu'un est devant ma porte. Il pleure, et il frappe doucement, depuis quelques minutes. » Un frisson m'a parcouru le dos. « Quel est votre numéro de chambre, madame ?»« 312. S'il vous plaît, venez vite. » J'ai figé. 312. C'était impossible. Cette chambre était vide. Fermée. Je le savais, c'était dans le registre, et un ruban adhésif scellait même la porte. Aucun client ne devait y être. J'ai aussitôt regardé l'ordinateur de contrôle. La ligne téléphonique interne du poste 312 s'affichait bien sur l'écran. C'est de là que l'appel provenait. Je suis resté quelques secondes, sans voix, écoutant encore la respiration paniquée au bout du fil. Puis un bruit sourd a retenti, comme un coup frappé contre une surface creuse. La femme a poussé un cri bref, et la ligne s'est coupée. J'ai reposé lentement le combiné, le cœur battant à tout rompre. Mon esprit tentait de trouver une explication rationnelle. Peut-être un problème dans le système téléphonique? Peut-être qu'un autre client avait décroché et donné un faux numéro? Ou pire,
Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fermée, mais une certitude me rongeait, la voix semblait venir de l'intérieur. Je n'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai attrapé la lampe torche que nous gardions sous le comptoir, une vieille lampe en métal, lourde, mais fiable, et j'ai commencé à monter les escaliers. L'ascenseur ne fonctionnait plus depuis des années, et les marches en bois grinçaient sous chacun de mes pas, comme si elles criaient mon arrivée à quelque chose qui m'attendait. Le troisième étage était plongé dans une pénombre épaisse. Aucune lumière ne semblait vouloir rester allumée là-haut. Les murs, couverts d'un papier jauni par le temps, semblaient suinter l'humidité. L'air y était plus froid, plus dense, comme si chaque respiration demandait un effort supplémentaire. Quand je suis arrivé au bout du couloir, devant la porte de la chambre 312, j'ai senti mon estomac se nouer. La porte, elle était entrebâillée. Pas grand-chose. À peine quelques centimètres. Juste assez pour que l'obscurité du dedans s'épanche dans le couloir, comme une brume invisible. Je suis resté là, un instant, figé. Je savais que cette porte était fermée à clé. Je l'avais vue moi-même, quelques heures plus tôt, scellée avec un ruban rouge marqué « Interdit d'accès ». Maintenant, il ne restait du ruban qu'un lambeau collé au chambranle. Puis mon regard est tombé sur le sol. Des empreintes mouillées. Des traces de pas humaines, nues, sortant de la chambre. Elles partaient du seuil, trempées comme si quelqu'un venait de marcher sous une pluie battante, sauf qu'il n'avait pas plu. Et ces empreintes, sombres et nettes, allaient tout droit vers le lit, à l'intérieur du 312. J'ai levé ma lampe, le cœur battant dans mes tempes. La lumière tremblait légèrement. Puis, lentement, j'ai poussé la porte. L'intérieur de la chambre baignait dans une obscurité épaisse, presque palpable. J'ai fait glisser lentement le faisceau de ma lampe torche sur les murs, le sol, les meubles figés dans la poussière. Tout semblait abandonné depuis des mois. Les rideaux, tirés, laissaient à peine filtrer la lumière blafarde de la lune. Une odeur stagnante de moisi, de linge humide et de quelque chose de plus métallique flottait dans l'air. Le faisceau a suivi les empreintes. Elles étaient toujours là, nettes, brillantes sur le parquet terni. Pieds nus, de petite taille, féminin. Elles avançaient jusqu'au lit, puis s'arrêtaient net, juste devant. Là, quelque chose n'allait pas. Le matelas. Il était légèrement affaissé, comme si quelqu'un venait juste de s'asseoir ou de s'allonger. Pourtant, la poussière autour était intacte. Aucune trace de mouvement. Sauf cet enfoncement, frais, récent. Je me suis approché, lentement, en retenant ma respiration. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles. J'ai tendu la main vers les draps, hésitant à les soulever, mais un autre bruit m'a arrêté net. Un sanglot, faible, étouffé, venait du fond de la chambre. Je me suis tourné brusquement vers la salle de bain. La porte était entr'ouverte. Un rail de lumière tremblotant s'échappait d'un néon au plafond, vacillant par intermittence comme une bougie sur le point de s'éteindre. Je me suis avancé, chaque pas plus lourd que le précédent. Le sanglot continuait, entrecoupé de respirations saccadées. On aurait dit une femme en détresse, essayant de rester silencieuse. J'ai poussé doucement la porte du bout des doigts. La salle de bain était vide. Pas de femme, pas de bruit, juste un miroir embué. Mais au centre de la buée, quelque chose était écrit. Une trace faite du bout du doigt. Une seule et unique parole. Aide-moi. Et dans le reflet, derrière moi, j'ai cru voir quelque chose bouger. Je me suis retourné d'un coup sec, la lampe tremblant dans ma main. Mais derrière moi, rien. Juste la chambre silencieuse, l'ombre du lit projetée de travers, et les empreintes mouillées qui semblaient s'estomper peu à peu sur le parquet. Je suis resté figé là, incapable de bouger, le souffle court, l'esprit vacillant entre la panique et l'incrédulité. Le miroir, le message, le sanglot, tout semblait réel, et pourtant, il n'y avait personne. Personne, sauf cette présence invisible, lourde et oppressante, comme si quelque chose restait suspendu dans l'air, me scrutant, attendant. Je suis sorti de la chambre sans même refermer la porte. Je suis descendu d'un trait, manquant de trébucher dans les escaliers, la lampe torche à moitié tombée de ma main. De retour à la réception, j'ai tenté de rationaliser. Peut-être un squatter, un jeu cruel d'un ancien employé, mais rien n'expliquait l'appel venant du téléphone du 312. Ni les empreintes, ni cette voix. Le lendemain matin, après le changement d'équipe, j'ai décidé d'en parler à Clara, la gérante de l'hôtel. Au début, elle a gardé le silence, son regard fuyant le mien. Puis, après un long soupir,
Elle m'a dit d'un ton bas. Tu n'étais pas censé monter là-haut. 312 est fermé pour une raison. Une femme s'y est pendue il y a 2 ans. Elle appelait souvent la réception, disait qu'elle entendait frapper à sa porte, qu'on plairait derrière. Les autres pensaient qu'elle devenait folle, jusqu'à ce qu'on la retrouve. Dans la salle de bain. Elle a fait une pause, visiblement mal à l'aise. Depuis, chaque fois qu'on tente de rouvrir la chambre, des choses se passent. Alors on l'a laissée comme ça. Mieux vaut laisser les morts en paix. Je suis resté encore 2 nuits à l'hôtel, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus capable de rester seul dans le hall sans fixer l'écran de surveillance du 3e étage. Chaque fois que minuit approchait, j'avais cette crainte sourde que le téléphone sonne à nouveau. Il ne l'a pas fait. Mais parfois, sur l'écran, j'apercevais une ombre passer devant la porte du 312. Trop vite pour être clair. Trop net pour être ignoré. J'ai quitté ce travail sans donner de véritable explication. Mais parfois, à minuit pile, même loin de Sintra, j'ai l'impression d'entendre une respiration derrière moi. Une voix douce, tremblante, qui murmure encore. « Aide-moi !» Je suis infirmière depuis plus de 12 ans, et rien ne m'effraie facilement. J'ai vu des choses qu'aucun manuel ne prépare, des cris dans la nuit, des regards vides, des corps qui s'éteignent sans prévenir. Mais cette nuit-là a changé ma façon de voir la réalité. Il était minuit passé de quelques minutes. Le silence pesait sur les couloirs du vieil hôpital public de Rome comme une couverture humide. Les néons tremblotaient faiblement, projetant des ombres vacillantes sur le sol jauni. J'étais de garde seul dans l'aile, affecté à la surveillance des urgences légères. Mon badge pendait à mon cou, battant légèrement contre ma poitrine à chacun de mes pas, rythme régulier et rassurant dans le silence glacé. Je connaissais bien cet hôpital. J'y avais commencé jeune, encore plein d'illusions. Avec les années, tout était devenu mécanique. Les alarmes, les plaintes des patients, les râles à peine audibles de ceux qui glissaient lentement vers la fin. Mais il y avait une partie du bâtiment que même les plus anciens évitaient, l'aile pédiatrique désaffectée, au 3e étage. Fermée depuis plus de 20 ans, elle était censée être vide. Une rumeur circulait, des bruits de pas, des lumières qui s'allumaient seules, des cris étouffés. On riait souvent de ces histoires à la pause café, en les chassant d'un revers de main comme des superstitions d'un autre temps. Mais ce soir-là, alors que je notais quelques constantes dans un dossier, j'ai entendu quelque chose. Un son discret, mais clair. Un pas, léger, lent, puis un autre. Comme si quelqu'un marchait doucement, pieds nus sur le linoléum. Cela venait de l'étage supérieur. De l'aile désaffectée. Je me suis figé. Mon stylo suspendu au-dessus du papier. Mon cœur a ralenti, pas accéléré, un calme étrange m'a envahi, comme si mon corps refusait de croire à ce que mes oreilles captaient. Je suis resté immobile un long moment, retenant même ma respiration. Mais les bruits ont recommencé. Un pas, puis un autre. Le son du métal qu'on pousse sur le sol, un berceau. Je me suis levé, presque sans réfléchir, et j'ai pris la clé de service accrochée à la cloison. Je n'avais jamais mis les pieds dans cette aile depuis mon arrivée ici. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose m'y appelait. Je suis monté lentement les escaliers menant au 3e étage. Chaque marche grinçait sous mon poids, comme si l'hôpital lui-même voulait me prévenir de ne pas continuer. L'éclairage était plus faible ici, certaines ampoules clignotaient, d'autres étaient mortes depuis longtemps, laissant des zones entières dans une pénombre inquiétante. L'air était plus froid, presque humide, chargé d'une odeur de désinfectant ancien et de peinture écaillée. Quand j'ai atteint le palier, j'ai senti une étrange pression sur ma poitrine, comme si quelque chose m'oppressait sans que je puisse l'identifier. J'ai avancé vers la double porte vitrée de l'aile pédiatrique, scellée depuis des années. Pourtant, elle était entr'ouverte. Je suis resté là un moment, immobile, à observer le couloir sombre derrière la porte. Puis, j'ai entendu de nouveau ce son, des roues grinçantes sur le sol, comme celles d'un vieux berceau. Et, juste après, des pas, lents, rythmés, approchant. J'ai glissé la porte pour entrer. La lumière des néons était absente ici. Seules les lampes d'urgence, rougeâtres et vacillantes, éclairaient partiellement l'espace. Le silence était absolu, à l'exception du bruit sourd, régulier, ce roulement métallique. Et alors, je l'ai vue. Une femme, de dos, marchait calmement au fond du couloir. Elle portait une blouse blanche ancienne, serrée à la taille, comme celle que les infirmières portaient il y a des décennies. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas, strict,
et elle poussait devant elle un petit berceau en bois. Le berceau grinçait à chaque mouvement, un son aigu, presque douloureux. Je l'ai appelée. « Madame, vous avez besoin d'aide ?» Aucune réponse. Elle n'a pas ralenti. Elle a continué d'avancer, avec cette même lenteur méthodique, comme si elle ne m'avait pas entendu. Mon instinct me criait de ne pas la suivre, mais mes jambes se sont mises en mouvement malgré moi. Mon souffle était court. Chaque pas que je faisais semblait absorber un peu plus de la chaleur de mon corps. La femme a tourné au bout du couloir. Je me suis dépêché pour la rattraper. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle pouvait aller. Le couloir menait à une impasse, un ancien bloc de soins condamnés, dont je savais qu'il n'avait aucune autre issue. Elle n'avait nulle part où aller. Mais quand j'ai tourné à mon tour, elle avait disparu. Le couloir dans lequel je venais d'entrer était court, étroit, et se terminait par un mur de carrelage jauni. Aucune porte, aucune issue. Rien. Juste le vide. Je suis resté figé un instant, incapable de comprendre ce que je voyais, ou plutôt, ce que je ne voyais plus. La femme avait disparu. Complètement. Il n'y avait aucune armoire, aucun recoin, rien derrière quoi elle aurait pu se cacher. Et pourtant, je l'avais vue tourner ici, à peine quelques secondes avant moi. Mon souffle s'accélérait. J'ai reculé d'un pas, les mains moites, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Puis, un autre son s'est glissé dans le silence, un faible gémissement. Non, pas un gémissement. Un pleur. Le pleur discret, étouffé, d'un nourrisson. Je me suis figé. Le son semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Il flottait dans l'air comme un écho sans origine. Je me suis retourné, scrutant l'obscurité derrière moi, espérant, ou redoutant, voir le berceau que la femme poussait. Mais il n'y avait rien. Puis, soudainement, tout s'est tu. Plus de pleurs, plus de bruit de roues, juste le silence absolu. Un silence tellement profond qu'il me donnait l'impression d'être enterrée vivante dans ce couloir oublié du monde. J'ai reculé lentement, chaque pas résonnant comme un coup de marteau. Puis, une chose m'a glacé le sang. Sur le sol, devant le mur du fond, il y avait une fine trace de poussière balayée, comme si quelque chose de lourd, à roulettes, avait été poussé jusque-là. Et au milieu de cette trace, parfaitement visible, se trouvaient des empreintes de pas nus. De petits pas, d'enfants. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fui. Je suis resté là, incapable de bouger, sentant le poids invisible de quelque chose d'ancien et de profondément triste m'envelopper. Je n'étais pas seul. Pas ici. Pas dans ce couloir. Je suis redescendu en silence, les jambes tremblantes, l'esprit embrumé par ce que je venais de vivre. Je n'arrivais pas à comprendre, à formuler une explication rationnelle. Il n'y en avait pas. Et pourtant, ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, c'était réel. Aussi réel que l'air froid qui s'infiltrait sous ma blouse, aussi réel que la trace laissée sur le sol par ce berceau disparu. Au petit matin, alors que le jour commençait à se lever derrière les vitres poussiéreuses de l'hôpital, j'ai croisé Anna, une infirmière plus âgée, qui travaillait ici depuis toujours. Elle m'a vu, pâle, les yeux cernés, et m'a demandé si tout allait bien. J'ai hésité, mais quelque chose dans son regard m'a poussé à lui raconter. J'ai parlé du bruit des pas, de la femme en blanc, du berceau, du couloir sans issue. Elle a blêmi. Et elle n'a pas ri. Pas du tout. Elle m'a demandé. Comment était-elle? Décris-la-moi. Je lui ai dit, une blouse blanche ancienne, un chignon serré, fine, élégante, silencieuse. Et ce berceau en bois, usé, qui grinçait à chaque pas. Elle a posé sa main sur son front et murmuré, presque pour elle-même. C'est elle? Mon Dieu, c'est exactement comme on l'a décrite. Je l'ai regardée, interdite. Elle m'a alors raconté une histoire oubliée, une rumeur que tout le monde ici connaissait, mais que personne n'osait vraiment évoquer à voix haute. En 1976, une infirmière du nom d'Elisabetta travaillait dans cette aile pédiatrique. Dévouée, douce, aimée de tous. Mais un soir, elle ne rentra jamais chez elle. On l'a retrouvée morte dans l'un des anciens blocs de soins, étranglée avec les lanières de son propre masque chirurgical. Le crime n'a jamais été élucidé. Elle s'occupait des nouveau-nés, seule, la nuit, m'a dit Anna. Elle utilisait toujours le même vieux berceau. Elle refusait les modèles modernes. Ils font trop de bruit, disait-elle. Et elle portait toujours sa blouse ajustée, toujours ce chignon serré. Exactement comme tu l'as décrite. Je ne savais plus quoi dire. Ce que j'avais vu n'était pas une hallucination. C'était un souvenir. Un fragment du passé qui s'était manifesté,
d'une manière impossible à expliquer. Et à ce moment précis, j'ai compris que cette histoire ne m'appartenait plus seulement. J'en faisais partie. Les nuits suivantes, j'ai évité le 3e étage. Je m'arrangeais pour ne pas monter, pour rester dans les zones éclairées, bruyantes, vivantes. Mais l'hôpital, lui, ne m'oubliait pas. Le 4e soir, vers 2 heures du matin, alors que je rangeais du matériel dans l'armoire près de la salle de repos, j'ai entendu ce bruit à nouveau. Faible, lointain. Ce grincement si particulier, celui d'un berceau en bois qu'on pousse lentement. Il venait d'en haut. Je me suis figé, le cœur serré. Je savais ce que c'était. Ou plutôt, qui c'était. Quelques heures plus tard, au changement de garde, un agent de sécurité m'a approché. Il avait l'air troublé. « Tu travailles avec une autre infirmière de nuit ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu que non, que j'étais seul cette semaine-là. Il m'a regardé avec insistance, puis a dit, d'une voix hésitante. « J'ai vu quelqu'un hier soir. Une femme en blouse blanche. Elle poussait un berceau dans le couloir principal. Mais elle n'avait pas de badge. Je l'ai suivie, et elle a disparu à l'étage. Comme si elle s'était dissoute. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Ce même matin, une auxiliaire de service est entrée dans le vestiaire, livide. Elle tenait un objet devant elle, les bras tremblants. Il était là, au milieu du couloir. C'était un berceau. Pas un berceau moderne. Non, un vieux berceau en bois sombre, avec des roues métalliques rouillées, couvert de poussière, comme s'il n'avait pas été touché depuis des décennies. Mais ce n'est pas cela qui m'a glacé le sang. Sur le petit matelas décoloré, il y avait des taches. Marron foncé, anciennes, mais indiscutablement du sang. Personne ne savait comment ce berceau était arrivé là. Personne n'a admis l'avoir déplacé. L'administration l'a fait retirer discrètement, sans un mot, comme si le simple fait de le garder dans le bâtiment risquait de réveiller quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais que l'esprit d'Elisabetta erre encore dans ces couloirs. Elle ne cherche pas à faire du mal, je crois. Elle répète un dernier geste, une habitude, comme une boucle figée dans le temps. Mais parfois, tard dans la nuit, quand je ferme les yeux dans la salle de repos, j'entends encore ce bruit, ce grincement. Et je me demande, et si ce n'était pas elle qu'on avait réveillée, mais ce qui l'avait tuée? J'ai travaillé comme agent de sécurité nocturne pendant près de 8 ans, dans une vieille gare ferroviaire désaffectée à la périphérie de Barcelone. On l'appelait Estación del Silencio, pas officiellement, mais entre nous, ceux qui avaient eu le malheur d'y passer des nuits entières. C'était un immense bâtiment de béton froid, abandonné depuis les années 80, mais toujours sous la responsabilité de la municipalité pour des raisons administratives que personne ne comprenait vraiment. La gare avait quelque chose de figé, comme si le temps s'y était arrêté. Chaque soir, je faisais ma ronde, seul, dans un silence si profond que mes propres pas semblaient déplacés. Les néons du couloir principal clignotaient faiblement, projetant des ombres tremblantes contre les murs écaillés. L'odeur était toujours la même. Poussière, rouille et quelque chose d'indéfinissable, comme l'odeur du temps qui pourrit lentement. Je m'y étais habitué, à ce silence, à la solitude. Je lisais, je buvais mon café en regardant les caméras de sécurité. La plupart ne fonctionnaient pas, mais leur présence me rassurait. J'avais mon petit bureau, une pièce vitrée à l'étage, fermée de l'intérieur par une lourde porte en métal. C'était mon cocon, mon refuge. Jusqu'à ce que je remarque ça. Tous les soirs, exactement à minuit 13, sans exception, les horloges de la gare s'arrêtaient. Pas une seule, toutes. La grande pendule suspendue au hall principal, la montre fixée au mur de mon bureau, même mon portable gelait l'heure. Minuit 13, pas minuit 14, pas minuit 12. Ce détail, d'abord étrange, avait fini par m'obséder. J'avais tout essayé, changer les piles, utiliser une horloge digitale, même installer une application spéciale de synchronisation. Rien n'y faisait. Minuit 13. Et puis, quelques minutes plus tard, tout repartait comme si de rien n'était. Je me disais que c'était peut-être un champ magnétique, un bug du bâtiment, une anomalie technique. Mais au fond de moi, je sentais que non. C'était autre chose. Quelque chose d'ancien, d'enfoui. Et pourtant, je continuais. Parce que j'avais besoin de ce travail. Parce que personne d'autre ne voulait de ces heures, de cet endroit. Parce que, jusqu'à ce jour-là, malgré tout, rien ne m'était jamais vraiment arrivé. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était un jeudi. Je m'en souviens parfaitement,
parce qu'il faisait une chaleur étouffante malgré l'heure tardive, et que l'air dans la gare semblait plus lourd que d'habitude, presque électrique. Je faisais ma ronde comme toujours, lampe torche à la main, en suivant le même itinéraire que chaque nuit. Couloir nord, salle d'attente abandonnée, quais principaux, salle des commandes, retour au bureau. Rien d'extraordinaire. Sauf que ce soir-là, en passant près des anciens rails, j'ai entendu un bruit métallique. Comme si quelqu'un avait marché sur une plaque de fer. Lentement. Un seul pas. Je me suis figé. J'ai pointé ma lampe vers la source du bruit, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité entre les colonnes, les rails déformés par le temps, et la poussière qui flottait dans l'air. Je suis resté là un long moment, à écouter. Puis plus rien. Silence total. Les nuits suivantes, les phénomènes se sont multipliés. Une lumière qui s'allume seule au bout du quai numéro 3. Une porte qui grince, toujours à la même heure. Le bruit d'un objet qui tombe quelque part dans l'aile sud, alors que cette partie du bâtiment est condamnée depuis des années. Mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'était les récits des anciens. Un soir, j'ai croisé Enrique, un vieil agent de sécurité qui travaillait là dans les années 90. On s'est retrouvés par hasard, dans un petit bar à côté de la station. Quand je lui ai dit où je travaillais, il a blêmi. « Tu sais ce que t'entends là-bas? Ce n'est pas que des courants d'air. Il y a des choses qui reviennent. Toujours à la même heure. Toujours quand personne ne regarde. » Il m'a parlé d'un employé qui aurait vu une silhouette d'enfant près des guichets. D'un autre qui s'est retrouvé enfermé dans une pièce alors que la porte ne fermait même plus. Et puis, surtout, ce détail qui revenait encore et encore, minuit 13. Comme un point de bascule. Un instant suspendu. Je ne voulais pas y croire. Je me disais que c'était des histoires pour faire peur, des exagérations d'anciens traumatisés. Jusqu'au soir où, à minuit 13, mon talkie-walkie a grésillé et que j'ai entendu mon prénom. Murmurer. Lentement. Comme si quelqu'un essayait ma voix dans sa bouche. Le grésillement du talkie-walkie m'a d'abord semblé banal. Des interférences. Ça arrivait de temps en temps, à cause de l'ancienne structure métallique de la gare ou des antennes rouillées qui traînaient encore sur le toit. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Le son était plus grave, plus profond. Il vibrait d'une manière étrange, presque organique. J'ai pris le talkie dans la main, je l'ai secoué un peu, et j'ai appuyé sur le bouton pour parler. Centrale, vous me recevez? Silence. Puis, je l'ai entendu. Une voix, douce, fragile, un murmure à peine audible. Papa. J'ai figé. Mon sang s'est glacé. Papa, viens, j'ai peur. C'était la voix de mon fils. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, c'était exactement sa voix. Pas une imitation grossière, pas une ressemblance, non. C'était lui. Les mêmes intonations, le même ton tremblant qu'il avait lorsqu'il se réveillait d'un cauchemar. Et à ce moment précis, mon cœur s'est serré, parce que je savais qu'il était à la maison, à des kilomètres de là, en sécurité avec sa mère. J'ai paniqué. J'ai hurlé dans le talkie. Qui est là? Qui parle? La voix a continué, cette fois plus lointaine, comme si elle s'éloignait dans un tunnel. Papa, viens me chercher. Je n'ai pas réfléchi. J'ai quitté mon bureau à toute vitesse, dévalant les escaliers, lampe torche en main. J'ai traversé les couloirs vides, mais pas résonnants comme des coups de tonnerre. J'appelais, je criais, je vérifiais chaque recoin. Personne. Pas une âme. Mais quand je suis arrivé près de la salle d'attente centrale, j'ai senti une chose glacée me frôler la nuque. Et le talkie, toujours dans ma main, a craché un dernier mot, dans un souffle presque inaudible. Derrière. Je me suis retourné d'un coup, en pointant ma lampe. Rien. Le néant. Je suis resté là, au milieu de cette salle fantomatique, à trembler. Pas de vent. Pas de mouvement. Juste ce silence, et le bruit de mon cœur battant à m'en faire mal. Je suis retourné au bureau, la gorge sèche, les mains moites, la peur vissée au ventre. Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas comprendre. Mais c'est là que j'ai vu les vitres. Et tout s'est effondré. Quand j'ai poussé la porte de mon bureau, je l'ai trouvé exactement comme je l'avais laissé, fermé de l'intérieur, loquet enclenché, aucun signe d'effraction. Mais une chose n'était pas à sa place. Les vitres. Elles étaient couvertes de traces de mains. Petites. Trop petites. Des mains d'enfants, posées à plat contre le verre, certaines glissées vers le bas, comme si un enfant avait essayé de sortir, ou d'entrer. Mon souffle s'est coupé net. Je me suis approché lentement, incapable de détacher mon regard de ces empreintes. Il y en avait une dizaine, peut-être plus. Toutes récentes.
Aucune n'était là avant que je parte. Et le plus dérangeant, c'est qu'elles étaient à l'intérieur. Derrière la vitre. Là où personne n'aurait pu aller, car j'avais la seule clé. J'avais verrouillé la porte. J'étais seul. J'ai senti mon estomac se nouer. Mon instinct me criait de partir, de fuir cet endroit. Mais mes jambes refusaient de bouger. J'ai vérifié la pièce. Rien n'avait été déplacé. Mon sac, mon thermos, mes papiers, tout était à sa place. Mais l'air semblait différent. Chargé, épais, comme si quelque chose venait juste de quitter la pièce avant mon retour. Par réflexe, j'ai allumé l'ancien système de surveillance. 4 caméras fonctionnaient encore tant bien que mal. L'image sautait, les couleurs étaient ternes, mais j'ai fait défiler les dernières heures. Et là, mon cœur s'est arrêté. Pendant que je courais dans la gare à la recherche de cette voix, l'une des caméras, placée juste derrière mon bureau, avait enregistré une image. Un seul frame clair au milieu des interférences. Une silhouette. Petite. Immobile. Un enfant. Il se tenait là, debout, à quelques centimètres de ma chaise. Tourné vers la caméra. Le visage flou. Et juste au moment où l'image disparaît, on le voit lever lentement la main, comme pour saluer ou faire taire. Je me suis reculé de l'écran, tremblant. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Ce n'était plus un simple phénomène étrange. Quelqu'un ou quelque chose était avec moi. Et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était que le début. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Quand je suis rentré chez moi, les images de la silhouette, les empreintes sur les vitres, la voix de mon fils, tout tournait en boucle dans ma tête. J'ai regardé mon vrai fils dormir paisiblement dans son lit, et j'ai senti quelque chose de froid remonter le long de ma colonne. Ce que j'avais entendu à la gare, ce n'était pas lui. C'était autre chose. Quelque chose qui avait pris sa voix. Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter. J'ai commencé par fouiller dans les archives locales, dans d'anciens articles de journaux, espérant trouver une explication rationnelle à tout ça. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. En 1972, un garçon de 8 ans avait disparu dans cette même gare. Il s'appelait Matteo. Il avait échappé à la vigilance de ses parents pendant qu'ils attendaient un train en provenance de Valence. La dernière fois qu'on l'avait vu, il jouait près des guichets, juste avant minuit 13. Jamais retrouvé. Pas de corps. Pas de témoin. L'enquête avait été classée sans suite. Et coïncidence ou non, c'est à partir de cette année-là que la gare avait commencé à perdre sa fréquentation, puis avait été fermée pour rénovation permanente. Une rénovation qui n'est jamais venue. J'ai su, à cet instant, que le fatidique n'était pas un hasard. Minuit 13 marquait quelque chose. Un point de rupture dans le tissu du temps, un instant où les choses mortes, ou oubliées, cherchent à revenir. Ce soir-là, j'ai pris la décision de ne pas fuir. J'avais besoin de comprendre, de voir par moi-même. Alors j'ai pris mon service comme d'habitude, j'ai vérifié chaque recoin à l'avance, et je me suis assis dans le bureau, caméra activée, talkie chargé. Minuit 10, minuit 12, puis minuit 13. Les horloges se sont figées. Un courant glacial a traversé la pièce. Le talkie a grésillé, et la voix est revenue. « Papa, tu m'entends ?» Mais cette fois, je n'ai pas répondu. J'ai laissé la voix parler. Elle a changé. Elle s'est distordue. Elle est devenue plus grave, plus ancienne, comme si plusieurs voix parlaient en même temps à travers une seule gorge. Tu m'as laissé ici. Et puis, plus rien. Silence. Mais sur l'écran de la caméra, derrière moi, une petite silhouette venait d'apparaître. Je me suis retourné, lentement. Et je n'étais plus seul. Le lendemain, je n'étais plus là. La police a trouvé la salle verrouillée de l'intérieur, le café encore chaud sur le bureau. Sur les vitres, encore une fois, des empreintes de mains, mais cette fois, il y en avait 2 tailles différentes. Une d'enfant et une d'adulte. Depuis, un nouveau vigile a été affecté. Il a demandé pourquoi tous les horloges de la gare s'arrêtaient, chaque nuit, à minuit 13.